Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau point presse du ministère des Armées. Donc, comme à l'accoutumée, je présenterai les agendas du ministre M. Sébastien Lecornu et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux anciens combattants et de la mémoire. Nous ferons ensuite un point sur les actualités du ministère et enfin, le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Donc je commence avec les agendas. Monsieur Sébastien Lecornu a reçu ce lundi son homologue arménien Suren Papikian à Brienne. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité du soutien de la France à l'Arménie. Elle a été l'occasion de développer les deux axes d'efforts majeurs de notre appui qui sont la modernisation de l'armée arménienne par des moyens accrus de formation et de coopération et le renforcement des capacités défensives par l'acquisition de matériel. Lundi et mardi, Sébastien Lecornu s'est rendu à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat dans le cadre de la déclaration du gouvernement sur la situation au Proche-Orient, suivi d'un débat en vertu de l'article 51 de la Constitution. Ce matin, Sébastien Lecornu a présidé l'inauguration d'Academ que nous avons longuement présentée la semaine dernière et je vous invite d'ailleurs à visionner la rediffusion du point presse si vous n'avez pas pu y assister. Actuellement, le ministre et le chef d'état-major de l'armée de terre sont au 61e régiment d'artillerie en Haute-Marne, aux côtés de la première ministre, pour l'inauguration de l'école des drones de l'armée de terre. Cette école permettra de former au meilleur niveau les futurs opérateurs et cette inauguration s'inscrit dans le cadre de l'ambition drone de l'armée de terre. Cette dernière vise à être la première armée de terre européenne dans l'emploi des drones aériens au sein du combat aéroterrestre et une référence en matière de sécurité aéronautique. Ce soir, le ministre sera à Rome pour participer à un dîner de travail avec son homologue italien Guido Crosetto. Je passe à l'agenda de Patricia Mirallès. Aujourd'hui, la secrétaire d'État était en déplacement dans les Bouches-du-Rhône pour une visite officielle autour de la mémoire de la guerre d'Algérie. Elle s'est rendue sur le site de l'ancien camp de Jouques, dit camp de Logidane, où elle a inauguré le parcours mémoriel Les Harkis, mis en place par la préfecture, la commune et les associations harkis. La secrétaire d'État ira ensuite aux Archives nationales d'outre-mer ainsi qu'au Centre de documentation historique sur l'Algérie. Enfin, elle participera à la conférence sur la guerre d'Algérie, les politiques mémorielles et la transmission aux générations futures à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Et ce dimanche marquera le début de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre. Une équipe traversera l'Atlantique du Havre en Martinique au profit du Bleuet de France et Mme Patricia Mirallès ira à la rencontre des deux navigatrices, Claire Victoire de Florian et Charlotte Cormou-Loulès, la veille de leur départ. Pour rappel, le Bleuet de France est l'œuvre caritative qui soutient les blessés, les familles endeuillées, les pupilles de la nation et les victimes d'actes de terrorisme. Vous avez la possibilité de soutenir financièrement l'association en faisant un don à l'équipe participante. Lundi prochain, le 30 octobre, elle sera en déplacement en Meurthe-et-Moselle pour l'inauguration d'une stèle à la mémoire des déportés juifs au camp de concentration de Thil. Elle sera suivie d'une visite de la nécropole nationale de Pierrepont. Je débute maintenant la présentation des actualités du ministère en vous annonçant que ce mois d'octobre signe la 3e et dernière phase de la mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération des militaires appelée NPRM. Cette réforme, qui a démarré en 2021, est destinée à améliorer le système indemnitaire actuel et la condition du personnel militaire. Désormais, la solde du militaire est définie en fonction de ce qu'il est, selon son statut militaire, de ce qu'il fait, en fonction de ses responsabilités et de ce qu'il apporte lié à ses qualifications. Au total, la NPRM représente une somme de 40 millions d'euros supplémentaires par mois injectés dans la solde de tous les militaires, soit un montant total de 480 millions d'euros par an. Avec la NPRM, le ministère des Armées répond aux attentes des militaires dans les aspects indemnitaires de leur solde. Et cette dernière ne vient pas seulement rémunérer un travail, elle compense également un ensemble de sujétions liées à un statut. Je poursuis avec deux actualités en lien avec la préparation opérationnelle des forces. Du 28 octobre
Au 3 novembre se tiendra l'exercice Vésiné 2 dans le Loir-et-Cher. Cet exercice est organisé par l'état-major de la 2e brigade blindée et réunira les réservistes des différents régiments de la brigade. Il s'agit pour la réserve de la 2e brigade blindée de s'entraîner aux fondamentaux opérationnels dans le but d'agir en synergie avec les militaires d'active. En tout, plus de 250 militaires d'active et de réserve vont s'entraîner au cours d'un scénario tourné vers la guerre de haute intensité. Je poursuis avec un exercice interallié. Du 31 octobre au 10 novembre prochain, 200 aviateurs français seront déployés pour participer à l'édition 2023 de l'Atlantique Trident. Il s'agit d'un exercice de coopération majeure de l'US Air Force, de la Royal Air Force et de l'armée de l'air et de l'espace. Atlantique Trident est la concrétisation d'un accord de coopération stratégique entre les armées de l'air françaises, britanniques et américaines. Il se traduit par un partage d'informations renforcé, une interopérabilité accrue et une confiance opérationnelle mutuelle. Organisé cette année par la Royal Air Force, l'exercice se déroulera sur plusieurs bases britanniques. Cette édition mettra l'accent sur la dimension protection et défense de l'espace aérien en simulant les espaces aériens contestés d'un conflit de haute intensité. Différents exercices permettront à chaque armée d'éprouver leur capacité d'attaque et de défense aérienne. Je passe maintenant à la présentation de plusieurs événements en lien avec les commémorations du 11 novembre. Comme vous le savez, le 11 novembre est le jour d'anniversaire de la commémoration de l'armistice de 1918. Il s'agit également d'une journée qui rend hommage à tous les militaires morts pour la France depuis la promulgation de la loi du 28 février 2012. À ce titre, cette journée sera marquée par plusieurs événements commémoratifs sur l'ensemble du territoire qui contribueront à exprimer la reconnaissance des Français à l'égard de l'ensemble des morts tombés pour la France pendant et depuis la Première Guerre mondiale. L'année 2023 revêt un caractère particulier car elle célèbre le centenaire du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Depuis le 11 novembre 1920, un soldat inconnu repose sous l'Arc de Triomphe afin de représenter tous les combattants morts pour la France et leur rendre hommage. Par peur que ce symbole du soldat inconnu ne soit oublié, le journaliste Gabriel Boissy suggère en 1923 l'idée d'une flamme de souvenir éternel sur la tombe du soldat inconnu. Cette flamme est allumée pour la première fois le 11 novembre 1923 par le ministre des Pensions, André Maginot. Depuis, elle est ravivée quotidiennement à 18h30 en souvenir du sacrifice de ceux qui sont morts pour nos valeurs et notre liberté. Le 11 novembre au soir, en plus de la traditionnelle cérémonie présidée par le président de la République le matin, une cérémonie spéciale se tiendra à l'Arc de Triomphe en l'honneur des 100 ans de la flamme. Et à cette occasion se tiendra un défilé des 300 drapeaux d'associations patriotiques aux côtés de jeunes collégiens et lycéens. Le chœur de l'armée française et la musique de la BSPP proposeront également une animation musicale. Cette séquence sera suivie d'un mapping vidéo sur l'Arc de Triomphe expliquant l'histoire de la flamme et du ravivage de la flamme par Patricia Miralles, secrétaire d'État, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Le public pourra assister à cette belle cérémonie qui rendra hommage à tous nos soldats morts pour la France, dont nous honorons la mémoire à travers cette flamme éternelle depuis un siècle. La commémoration du 11 novembre permet d'exprimer notre reconnaissance, notre respect et notre admiration à toutes celles et ceux qui ont combattu pour la France. Les soldats d'hier et d'aujourd'hui nous lèguent des valeurs inestimables de courage, d'engagement et de solidarité. Ces commémorations jouent un rôle essentiel dans le renforcement du lien entre la nation et ses armées. Par ailleurs, la mémoire de ces événements est également l'un des fondements de la formation des officiers. Et à ce titre, du 9 au 11 novembre, les élèves officiers sous contrat de l'école des aspirants de Couët-Quidan et Mac participeront à une étude historique de terrain autour des commémorations du 11 novembre. L'étude historique de terrain est une tradition dans le cadre de la formation militaire académique des officiers sous contrat. Elle vise à remplir un triple objectif de réflexion autour du style de commandement, du sens de l'engagement et de la dureté des combats.
Dans le détail, le 9 novembre se tiendront une conférence sur les combats de Verdun ainsi que plusieurs ateliers mémoriels. Le lendemain, les élèves participeront à des visites commentées par des historiens dans les tranchées et au fort de Douaumont. Ces visites seront complétées par des ateliers tactiques tels que la topographie. Ils entameront ensuite une marche de 27 km dans la région de Verdun, dite marche des 27 000. Elle rendra hommage aux 27 000 officiers de réserve morts pendant la Première Guerre mondiale. Cette séquence mémorielle sera conclue le 11 novembre à la citadelle haute de Verdun avec la remise des tenues bleues horizon aux élèves officiers et sera suivie d'une cérémonie à l'ossuaire de Douaumont. Dans la continuité des événements en lien avec les commémorations du 11 novembre, la réserve citoyenne terre du gouverneur militaire de Paris organise un concert caritatif le dimanche 12 novembre. Il aura lieu à 17h30 au sein de l'église du Val-de-Grâce dans le 5e arrondissement de Paris. Ce concert est placé sous le parrainage du général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, et de Madame Véronique Possel de Lélis, directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. La musique des troupes de marine, l'association Santé, Armée et Arts et un ensemble vocal du lycée Jean de La Fontaine animeront ce concert. Les fonds récoltés seront reversés au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France. Enfin, je conclus ces actualités avec un événement sportif au service de la mémoire. Le 11 novembre 2023, les équipes du rugby club de l'armée de terre et du rugby club de la marine nationale s'affronteront lors de leur rencontre annuelle, le Challenge Foch-Renarc. Organisé au profit des blessés des armées et des familles endeuillées, l'événement se déroulera dans le stade Jean Bouin. Il sera également l'occasion de commémorer l'armistice de la Première Guerre mondiale. Des stands de présentation des associations accompagnant les blessés de l'armée de terre et de la marine nationale seront également mis à disposition du public autour du stade. La rencontre se fera en présence du général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, et de l'amiral Vaujour, chef d'état-major de la marine. Cette rencontre sera également l'occasion de rassembler autour des valeurs que partagent les armées et le rugby. Le goût de l'effort, sens du collectif et dépassement de soi. Avez-vous des questions sur les sujets d'actualité ? Bonjour, Pierre Julien, indépendant. Petite précision, qui présidera la cérémonie du 11 novembre ? Et j'ai pas entendu parler de rotonde. Alors, la cérémonie du 11 novembre sera présidée le matin par le président de la République et le soir par la secrétaire d'État, Patricia Miralles. Est-ce qu'il y aura un déplacement à rotonde ? On reviendra vers vous sur ces précisions. D'autres questions ? Merci, madame. En fait, mes questions, si possible, sont liées avec le conflit actuel au Proche-Orient. Alors, je vous propose qu'on fasse déjà un point sur les opérations militaires françaises. Et je cède la parole au colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Merci, madame la directrice. Bonjour. On commence par le flanc Est, avec une coopération aérienne en Roumanie. Du 16 au 20 octobre, 3 rafales de la base aérienne de Mont-de-Marsan ont été déployées sur la base aérienne de Fetești, à la demande des autorités roumaines. Et dans le ciel, les chasseurs ont pris part à des missions d'entraînement conjoints au combat aérien, que vous pouvez voir sur les photos, avec pour objectif de renforcer les capacités d'interopérabilité entre nations membres de l'OTAN sur le flanc Est. Le 19 octobre, ce programme de mission s'est conclu par un entraînement à la protection de zone, mobilisant Rafale français, F-16 roumain, un avion ravitailleur C-135 français et le concours du système sol-air moyenne portée, Mamba, déployé en Roumanie. Au bilan, les Rafales auront effectué 5 missions dans des scénarios complexes, dont des scénarios de défense de zone.
Ce déploiement agile démontre la réactivité des armées françaises à renforcer sous très court préavis et en tout point du flanc est de l'Alliance le dispositif afin de contribuer à la défense de son espace aérien. Toujours en Roumanie, mais cette fois-ci à terre, le 20 octobre, les fantassins français et portugais du bataillon multinational de Cinku ont réalisé un entraînement au combat rapproché en milieu exigu. En intensifiant et en multipliant ces entraînements conjoints entre ses alliés, la France, qui est nation cadre de ce bataillon multinational en Roumanie, contribue de manière dynamique à la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc Est. Par ailleurs, les composantes de ce bataillon multinational préparent la phase de relève du mandat. Ainsi, les blindés lourds et les chars Leclerc sont en cours de renouvellement et un effort logistique majeur, donc une grande manœuvre qui démontre là aussi l'investissement des armées aux côtés de leurs partenaires et alliés pour la crédibilité de l'Alliance, toujours contribuant à cette posture dissuasive et défensive. En Atlantique, donc on va aller de l'ouest vers l'est, le 22 octobre, le porte-hélicoptère amphibie, le PHA Tonnerre, les détachements interarmés embarqués et le chasseur de mines tripartite CMT Croix du Sud ont conclu leur participation à l'exercice européen MILEX 23, qui regroupait 8 nations de l'Union européenne et près de 2800 militaires. Les militaires français ont pu mener, en coopération avec leurs homologues européens, des exercices allant de la projection de force par moyens héliportés et des déploiements amphibies. MILEX 23 signe une avancée vers le développement d'une capacité européenne de déploiement rapide en Europe. Toujours en Espagne et toujours dans le domaine de la coopération européenne, du 16 au 27 octobre, l'exercice EART 23, comme European Air Refueling Training, a réuni des avions ravitailleurs espagnols, italiens et français sur la base aérienne espagnole de Gando. Les objectifs de cet exercice spécifique aux ravitailleurs ont porté sur des missions de protection de HVAA, High Value Airborne Asset, c'est-à-dire que les chasseurs protègent leurs ravitailleurs notamment, des vols en formation et des entraînements à différentes procédures de sécurité. Cet exercice a permis à l'équipage de ravitailleurs français de se préparer à des entraînements techniques et réalistes. Ils ont été également mobilisés sur l'exercice qui engageait la chasse, Ocean Sky 23. En Méditerranée occidentale, le 23 octobre, la frégate multimission Provence et le chasseur de mines Capricorne, cette fois-ci, participent à l'exercice OTAN Dynamic Mariner, aux côtés de bâtiments italiens, espagnols et portugais. Cet entraînement s'inscrit dans le cycle de préparation de la NRF, NATO Response Force, la force multinationale interarmée de l'OTAN, et a pour but, cet exercice particulier, a pour but de certifier la capacité de l'Italie à exercer le commandement de sa composante maritime en vue de sa prise d'alerte à partir de 2024. La NRF est une force multinationale à haut niveau de préparation, en alerte, à la pointe de la technologie, regroupant des éléments des forces terrestres, aériennes, maritimes et opérations spéciales, que l'OTAN peut déployer rapidement partout où cela est nécessaire. Et je vous rappelle qu'en 2022, la France avait l'alerte NRF notamment. En Méditerranée orientale, en réaction à la dégradation du contexte sécuritaire au Proche-Orient et sur décision du président de la République, dès son retour de l'exercice européen en Espagne dont nous venons de parler, MILEX 23, le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre a été reconfiguré immédiatement pour sa mission opérationnelle d'appui humanitaire. Le Tonnerre dispose en effet de plusieurs capacités, dont une structure légère hospitalière et des capacités importantes de transport de fret humanitaire. Il rejoint sur zone, donc il a appareillé hier en fin d'après-midi, il rejoint sur zone les frégates Alsace et Surcouf qui étaient dans la zone pour permettre à la France d'assurer au mieux sa capacité d'appréciation autonome de situation. Au Liban, le 22 octobre 2023, ce qu'on appelle le TOA, donc le Transfer of Authority du mandat d'Amman, s'est tenu. L'opération d'Amman, c'est la partie française de la contribution à la FINUL, à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Et le colonel Leroy a pris le commandement de la Force Commander Reserve et du contingent d'Amman.
Daman, c'est donc une opération composée de près de 700 militaires français et une compagnie d'infanterie finlandaise avec qui nous coopérons et qui contribue directement à la FINUL, donc Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en armant une partie de son état-major et donc cette fameuse Force Commander Reserve. Cette unité de réserve et d'intervention de la FINUL réalise ses missions sur l'ensemble de la zone en étroite coopération avec les forces armées libanaises. L'engagement de la France au sein de FINUL est renouvelé avec le renouvellement du mandat que vous avez pu suivre jusqu'au 31 août 2024 de la FINUL. En Afrique, dans le golfe de Guinée du 16 au 19 octobre, après sa participation à l'exercice Grand African Nemo 2023, Gano 23, la frégate de surveillance Ventose a effectué une relâche opérationnelle à Sao Tomé. Puis, elle a repris sa patrouille maritime en zone de piraterie dans le golfe de Guinée, en coopération avec les États côtiers et avec l'appui d'un Atlantique 2 présent dans la zone depuis une semaine. Toujours en zone Corimbe, le Falcon 50 de la Marine nationale a participé lui aussi à l'exercice Gano 23. Il est basé à Dakar et il a repris par la suite ses déploiements aux côtés des partenaires dans le golfe de Guinée pour contribuer à la sécurité maritime. Enfin, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, le PHA Mistral, a lui aussi pris part à cet exercice majeur Gano 23 et il est actuellement en patrouille au large de la Côte d'Ivoire. Dans les terres, au Niger, le désengagement des forces françaises s'effectue et se poursuit en coordination avec les autorités nigériennes, en bon ordre et en sécurité. Et à cet effet, les postes de Walam, donc les postes avancés de Walam et Tabaré-Baré, ont été rétrocédés en coordination donc, avec les forces armées nigériennes. Les détachements, le fret et les véhicules qui sont désengagés du Niger rentrent en France afin d'être réinsérés dans leur cycle de préparation opérationnelle. En Asie-Pacifique, une séquence de coopération et de patrouille opérationnelle en océan Indien pour la FREM, la frégate multimission Languedoc, qui a appareillé de Mumbai le 18 octobre. Elle a réalisé un entraînement conjoint à la mer avec la frégate de la marine indienne, INS Trishul de l'Indian Navy. Donc. Au cours de cet exercice de présentation, un exercice au ravitaillement à la mer et un entraînement conjoint de visite à bord ont été effectués. La FREM a par suite poursuivi sa patrouille en soutien direct de la CTF 150, une coalition multinationale assurant des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la piraterie et de lutte contre les narcotrafics. Pour les forces armées en Polynésie française, du 4 au 23 octobre, un Falcon 200 Guardian des forces armées en Polynésie française donc, a effectué une mission à Eto, au large de la Corée du Nord. Au bilan, le Falcon aura réalisé 10 vols au profit de la mission ECC, permettant de documenter les activités maritimes de la zone, tout en contribuant à l'appréciation de situation de la France dans cette zone stratégique. AETO est la contribution française à l'United Nations Security Council Information Coordination Cell, donc la UNSC ECC, une mission destinée à lutter contre le contournement des sanctions de la communauté internationale par la Corée du Nord. On revient sur le territoire national, avec depuis le samedi 14 octobre, à la demande du président de la République, un renforcement du dispositif de sécurisation des lieux sensibles en France et un renforcement qui passe par le rehaussement de mesures déjà existantes, dont l'implication de l'opération Sentinelle. Le volume des forces pouvant aller jusqu'à 7000 hommes, ainsi que les lieux surveillés, évoluent en fonction des réquisitions préfectorales et des menaces qui continuent à être identifiées. À l'heure actuelle, environ 500 sites sont sécurisés par le dispositif Sentinelle. Et c'est une force, je vous rappelle, qui est mobile et qui permet d'assurer en parfaite coordination avec les forces de l'ordre la protection des lieux sensibles, cultuels et des lieux de transport névralgiques notamment. Dans l'océan Indien, pour les forces armées de la zone du sud de l'océan Indien, à Mayotte. Donc, cette semaine, le détachement de la Légion étrangère de Mayotte, le DLEM, le régiment du service militaire adapté de Mayotte, le RSMA, et la base navale ont poursuivi des activités de manutention
pour venir en aide aux populations. À ce jour, un soutien logistique a été apporté par les FASOI, donc sur 80 points de collecte en soutien à la population dans le cadre de la crise de l'eau. J'ai terminé pour ce bref tour d'horizon et je suis prêt à répondre à quelques questions. Une question. Bonjour. Bonjour monsieur. Humide Denmez pour Anadolu. En fait, j'ai surtout des questions sur le conflit au Proche-Orient, si Je vous en possible. prie. Alors, premièrement, est-ce que le ministère des Armées dispose d'informations sur la coalition anti-Hamas évoquée par le président Emmanuel Macron lors de sa visite à Israël? Je voudrais également, si possible, connaître le nombre de réservistes franco-israéliens qui se sont rendus en Israël pour prendre part au combat contre les factions palestiniennes. Et enfin, si possible, est-ce que la France a des garanties que l'équipement militaire français vendu à Israël n'est pas employé par Tel Aviv pour cibler les civils palestiniens, s'il vous plaît? Alors, pour la première question, je vais vous renvoyer vers l'Élysée notamment. Et pour les deux autres questions, moi, je parle des opérations des armées françaises dans la zone. J'ai parlé notamment du déploiement maritime et puis de nos soldats qui sont déployés au sein de la FINUL. Donc, les deux autres questions, je n'ai pas de commentaires sur le sujet. Je vous en prie. On a une question par téléphone, non? Oui, et après, monsieur Julien. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. Colonel, j'ai deux questions. Tout d'abord, sur la mission du PHA. Vous évoquez des capacités importantes de transport de fret humanitaire. Est-ce que le PHA, est-ce qu'il est prévu que le PHA charge à un moment des capacités, justement, enfin, du fret humanitaire à destination de la bande de Gaza. Et comment ça va se passer en fait? Est-ce qu'il y a une escale de prévue? Enfin, qu'est-ce qui est prévu? Et par ailleurs, une autre question sur le désengagement du Niger. Vous évoquez le fait que les matériels, le fret rentre en France une fois sorti du Niger. Par quelle voie? Est-ce que c'est par voie aérienne depuis N'Djamena ou alors est-ce qu'il y a des convois d'ores et déjà qui sont prévus à destination de Douala pour un transport maritime vers le territoire national? Je vais commencer, merci Madame Benoît, je vais commencer par la deuxième question qui va être rapide. Je vais prendre un exemple, le premier convoi qui était parti la semaine dernière, l'ensemble du personnel, des militaires, est rentré en France en voie aérienne militaire, effectivement. Et les véhicules ont pris également un avion pour rentrer en France. En tout cas, c'est en cours d'acheminement. Pour la deuxième option par voie routière, c'est une des options qui sont envisagées et qui sont toujours à l'étude. Et elles ne sont pas encore arrêtées. Pour l'instant, nous concentrons sur le désengagement donc, des postes avancés, le retour des convois constitués, donc là en l'occurrence de Tabaré-Barré et Wallam, qui vont rejoindre leur première destination avant de rembarquer dans la foulée vers la France par voie aérienne militaire. Voilà. Pour la première question, donc sur les capacités du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, depuis son appareillage, en fait, il est dans sa phase de rejoindre de la zone d'opération. D'accord ? Une fois qu'il sera sur place, oui, il a des capacités d'emport. Oui, il peut aller rejoindre des escales ou des ports d'attache de la zone vraiment élargie. Et donc tout ça, c'est en train aussi de se construire pour embarquer du fret humanitaire. La définition de comment est-ce que ça va se passer est en cours de définition à l'heure qu'il est. Donc là, on est vraiment dans la phase de déploiement sur ordre du président de la République et dans une perspective d'appui humanitaire, tout à fait. Oui, Pierre-Julien, à nouveau. Daphné a un petit peu amorcé toutes les questions essentielles. Pour le PHA, donc pour le moment, on n'a pas l'autorisation du gouvernement israélien qui, on sait, fait un blocus devant les côtes
de Gaza, que le PHA, que le Tonnerre puisse, par exemple, faire une opération amphibie pour amener du matériel. Pour le moment, on ne sait pas très bien, ou alors par voie hélicoptère, puisque le H est hélico, quoi. Je vous renvoie aux déclarations du président de la République sur la décision d'envoyer ce bateau, notamment. Et je vous dis, c'est vraiment d'abord rejoindre la zone pour ensuite apporter le maximum d'aide qui est possible. Les conditions ne sont pas encore établies pour ce moment, à notre niveau. Et comme Daphné a posé aussi la question sur le Niger, nos drones sont rentrés par voie aérienne ou ils sont, enfin ceux qui étaient déployés à Niamey? Les drones déployés à Niamey sont mis en condition pour être rapatriés, effectivement. Pas encore. Pas encore. Mon collègue, bonjour, Christophe Villon pour Magazine Airfan et Défense Expert. Pour rebondir sur la question de Pierre Julien, alors vous avez évoqué tout à l'heure la reconfiguration du Tonnerre. Est-ce que notamment les hélicoptères qui sont habituellement à bord restent à bord, ou est-ce qu'ils ont été enlevés pour gagner un petit peu de place? Et autre question aussi, est-ce que d'autres bâtiments identiques au Tonnerre sont prévus aussi dans la zone pour une vocation humanitaire? Peut-être des bâtiments américains, mais je pensais aussi à des bâtiments égyptiens, puisque, comme vous le savez, on a vendu 2 bâtiments type Mistral à l'Égypte, le Nasser et le Sadat. Merci. Vous avez raison, le porte-hélicoptère amphibie est un navire qui est polyvalent. Et qui peut faire énormément de missions différentes. La preuve en est avec, on va dire, un exercice de gestion de crise et une reconfiguration même très rapide pour une mission opérationnelle et qui est quand même d'un scope assez différent. Il était embarqué avec des hélicoptères dont nous avions parlé la semaine dernière pour l'exercice en l'occurrence. Il peut embarquer d'autres types d'hélicoptères pour les missions qui lui sont attribuées. C'est un peu tôt encore une fois pour vous délimiter la manière dont le PHA peut être employé. En revanche, il apporte vraiment cette polyvalence dans la zone pour des missions d'appui humanitaire. C'est pour ça qu'on parle du couteau suisse de la Marine nationale. Exactement. Ouais, merci. Faudra demander si ça plaît à la Marine nationale. Oui, bonjour, Pascal Samama, BFM Business. C'est au sujet des missions des 2 frégates qui sont sur place, l'Alsace et le Surcouf. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Et j'aimerais aussi savoir, il y avait le Chevalier Paul qui, fin septembre, était dans le coin. Est-ce qu'il y est toujours? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on peut en savoir plus? Le Chevalier Paul est rentré. La frégate Surcouf, on en a parlé la semaine dernière, la frégate Surcouf était déployée en Méditerranée orientale dans le cadre de sa mission. D'abord une mission de présence avec l'OTAN et puis une mission d'appréciation de situation au large des côtes de la Méditerranée orientale. Et donc, elle est la frégate Alsace, qui devait prendre sa relève, l'a rejointe, en fait, compte tenu de la nécessité de consolider notre appréciation. Et en fait, c'est vraiment ça, leur mission de frégate. Alors, il y a une frégate de surveillance, une autre qui est multimission. C'est vraiment ça. Et ça donne donc un ensemble cohérent avec le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre qui rejoint la zone, un ensemble cohérent dans la zone. Voilà. Avez-vous d'autres questions en audio, éventuellement? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Madame la Directrice. Merci d'être venu. Merci Colonel. Et nous vous donnons rendez-vous en fait le 9 novembre. La semaine prochaine, il n'y aura pas de point presse exceptionnellement. Mais le 9 novembre, nous vous invitons à revenir pour un focus thématique sur le commandement Terre-Europe avec le général Toujouz. Et par ailleurs, le 16 novembre, nous vous invitons pour le point presse au musée de la Marine qui va rouvrir ses portes le 17 novembre. Donc ça sera pour le point presse le 16 novembre. Au Trocadéro, tout à fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine.